Mesdames, Messieurs, je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour ce débat du Cercle des managers de l'immobilier. On va parler aujourd'hui, vous savez qu'on s'attache à suivre l'actualité, les préoccupations des acteurs de l'immobilier, du logement en particulier. On va parler d'un sujet crucial. Traditionnellement, c'est le nerf de la guerre. Ça l'est plus encore, semble-t-il, dans cette période de soutien à l'économie et de volonté de relance. Le crédit immobilier et, pour dire les choses, les difficultés d'accès au crédit immobilier. Euh, on sait que l'État compte sur le secteur de l'immobilier, le secteur du logement pour la relance, avec bien sûr la rénovation énergétique des bâtiments, mais tout simplement avec le secteur du logement, les reventes de logements, les achats de logements neufs. Et pourtant, tout porte à croire que le maillon faible, c'est le thème que nous avons donné à notre débat, c'est aujourd'hui le crédit immobilier, de façon assez paradoxale, puisqu'on a encore en tête, c'était il y a quelques mois, que le crédit immobilier, à l'inverse, soutenait le secteur du logement avec des taux bas, avec des conditions très favorables. Il s'est passé en quelques mois un retournement de situation. À tout le moins, va-t-on ce soir diagnostiquer ce retournement de situation? Est-ce que c'est vraiment un changement radical? Est-ce que c'est simplement un ralentissement? Quels sont les problèmes? Et puis, on va essayer, bien sûr, aussi de parler de remèdes. On entre dans ces débats toujours avec un moral d'acier et l'envie d'arranger ce qui ne va pas pour que le secteur du logement se porte bien. On devait avoir avec nous la ministre du Logement. Elle n'est pas avec nous. Ses obligations l'en empêchent. On peut le regretter, mais je crois qu'on aura le même ton de franchise que si elle avait été là. Et on peut être sûr que ce qui va se dire sera entendu, et notamment au sein de son cabinet, et pourra l'éclairer, mais éclairer aussi Bercy, puisqu'on va parler de crédit. Ça renvoie bien sûr également au ministère de l'économie, des finances et de la relance, puisque c'est le titre désormais que porte Bruno Le Maire. Alors, pour débattre de ces sujets, et ensuite je passerai la parole à mes co-organisateurs, hein, la présidente et les deux vice-présidents du cercle. Et je voudrais les remercier avec beaucoup de chaleur parce que ils ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme, et alors qu'on les a invités forcément tard, hein, on a une fréquence de débat qui nous y oblige. Alors, je le fais par ordre alphabétique. Sandrine Alonier, elle va apparaître à l'écran. Elle est la directrice de la communication de vousfinancer.com. C'est l'un des acteurs leaders du courtage et du conseil en crédit immobilier. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Voilà, bon, Sandrine est une figure médiatique aussi, et on la remercie d'être avec nous sur ces sujets-là. Elle a d'ailleurs été très, très offensive depuis plusieurs mois. Par ordre alphabétique, je devrais saluer, je vais le faire un petit peu plus tard parce qu'il va nous rejoindre d'ici une 20-25 minutes. Julien Carmona, il est le patron aujourd'hui du groupe Nexity, le directeur général délégué auprès d'Alain Dinin, le fondateur du groupe. Et il sera avec nous tout à l'heure. Il a lui aussi pris fait et cause pour un assouplissement de la distribution des crédits immobiliers, mais il nous donnera des précisions. Christine Fumagalli est avec nous. Elle a déjà été avec nous dans ce cercle. Elle en est voilà, une familière désormais. Elle est la présidente du réseau Orpi. C'est le premier réseau d'agences immobilières en France, réseau coopératif. Et on va parler, même si ce réseau fait aussi de la gestion, on va parler aujourd'hui de transactions. Bonsoir Christine. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci beaucoup. À sa suite, Jean-Yves Manot, il préside la CLCV, qui est l'une des principales organisations de consommateurs avec la spécialité de l'univers du logement. On le remercie d'être avec nous. Alors, c'est une figure du secteur du logement. On disait hors antenne, comme on dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'il avait une très grande fidélité à ce secteur.
On l'a connu, l'adjoint au maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoë, chargé du logement. De Paris aussi, voilà. Donc et il a eu d'autres mandats. En tout état de cause, il a une grande fidélité à ce secteur qu'il connaît mieux quiconque. Il a présidé l'office HLM de Paris voilà, on fera appel à toute son expérience tout à l'heure dans le débat. Monsieur le Bonsoir Président, à bonsoir. tous. Merci beaucoup. Par ordre alphabétique, il est le dernier, mais il sera l'un des premiers à intervenir. Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI. CAFPI, c'est le leader, allez, sans faire offense aux autres, notamment à Sandrine, hein, c'est le leader du courtage, du conseil en crédit immobilier. Il a présidé, il y a encore quelques mois, l'association d'ailleurs qui réunit les courtiers en crédit, la PIC. Bonsoir Philippe. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Voilà, il a une voix de radio, Philippe. Je l'ai déjà dit, je le dis devant les autres. Ouais, une voix grave. On revient vers toi tout à l'heure. Merci à vous tous. Avant que nous rejoigne Julien Carmona, un petit mot de la part de notre présidente Émilie Jousset, qui est aussi la présidente de l'UNIS du Grand Paris. Mais je précise que ce cercle n'a de lien particulier avec aucune organisation professionnelle. Voilà, il est totalement indépendant. Il a été inspiré en particulier par Émilie et à sa suite Benjamin Darmouni, François-Emmanuel, aussi pour un petit mot d'accueil et on attaque. Merci Henri. Oui, effectivement, notre appartenance syndicale, c'est gentil de le préciser, mais ce n'était pas l'objet dans notre idée de création de ce cercle. Le but, c'était vraiment de réunir toute la filière immobilière et même des métiers qu'on n'exerce pas au sein des syndicats et sans tabou et sans chapelle, puisqu'on voulait vraiment une parole libre, peu importe d'où on vient. L'idée, c'était de débattre tous ensemble parce qu'on s'est bien rendu compte dès le début de ces conférences et des confinements, et peut-être même pour les futurs, que toute la filière est interdépendante. Et dès le mois de septembre, voilà, on a commencé à observer dans nos activités respectives des dossiers refusés voilà, pour les crédits immobiliers dont on s'occupe avec nos clients. Et on trouve aujourd'hui qu'il était temps de faire une conférence sur ce sujet vraiment précisément pour en débattre tous ensemble parce que, évidemment, ce phénomène s'accélère et la crise qui s'annonce, on est vraiment maintenant les deux pieds dedans, risque de ne pas améliorer les choses. Je précise juste que François-Emmanuel n'est pas là ce soir, qu'on se reverra évidemment la semaine prochaine. Et puis après, on reprendra en janvier voilà, un rythme un peu moins soutenu puisque chacun de nous a ses activités qui reprennent, ainsi que celles de nos participants. Voilà, sur les chapeaux de roue. Et je vous remercie tous puisque vous êtes près de 450 inscrits ce soir. Et donc, voilà, on est très heureux de partager tous ensemble ce débat ouvert qui vous apporte de l'information et qui est utile aussi, puisqu'on l'a dit, nos gouvernants sont aussi attentifs à ce qu'on évoque ensemble. Merci. Benjamin, seul vice-président, puisque François-Emmanuel n'est pas avec nous ce soir. Benjamin. Remets ton micro, Benjamin. C'est mieux. Allô. Oui, Voilà. Bonsoir à tous. Je n'ai pas un seul regret ce soir, j'en ai deux. Le premier, évidemment, c'est la non-participation de notre ministre Emmanuel Vargon qui ne peut pas être avec nous ce soir et qu'elle pourra réécouter tout ce qu'on se dira parce que je pense qu'on va se dire ce soir des vérités. La deuxième, c'est qu'on n'a pas de banquier avec nous. Malheureusement, leur hiérarchie ne leur a pas autorisé d'intervenir ce soir. On peut le comprendre quand la Caisse d'épargne annonce que c'est moins de 40% de crédit en 2020. Je comprends qu'il soit délicat de venir échanger avec nous sur ce débat, mais nous ne pouvons que le regretter. Juste un petit mot pour parler des crédits immobiliers. Aujourd'hui, pour avoir un crédit, il faut faire partie des CSP++++. On ne peut pas prêter aux investisseurs qui souhaitent investir dans du bureau parce que, évidemment, avec le télétravail,
eh bien, on pense que les bureaux n'auront plus leur utilité. On ne peut pas prêter à quelqu'un qui souhaite investir dans les murs de commerce parce que, évidemment, avec la crise Covid-19, ça devient plus possible. On ne peut pas prêter à quelqu'un qui souhaite investir dans un studio parce qu'effectivement, il y a aussi le risque qu'on soit reconfiné et qu'on ne puisse plus relouer cet appartement. Résultat, ça nous met, nous professionnels de l'immobilier, dans une situation où on se dit, mais finalement, à qui peut-on encore prêter? Voilà. Donc, voilà, le débat est lancé et j'ai hâte de tous vous écouter. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Il y a déjà des dizaines de questions. Je rassure ceux qui vont les poser. J'en ai un certain nombre en tête. Voilà, donc soyez un peu patients et vous aurez satisfaction. Les questions que je vois, croyez bien qu'on va les aborder. Voilà. Oui, ce cercle, c'est un gros porte-voix. Hein, voilà, 500 participants et d'autres qui nous rejoindront. Le sujet fait recette et je pense aussi les figures qui sont avec nous. De qui on sait qu'ils ont un franc-parler. Alors, parmi ceux qui ont un franc-parler, on va légitimement commencer par elle et par lui. Sandrine Alonier, Philippe Taboret, vous êtes consoeurs et confrères, vous faites le même métier. D'abord, je vous remercie d'être côte à côte, mais c'est souvent le cas et vous avez beaucoup de respect l'un envers l'autre. Vous allez sans doute nous donner des informations complémentaires. Vous avez 2 observatoires avec vos deux sociétés. Il y a aussi, je le disais, un syndicat qui vous rassemble, donc des visions communes. Je lisais tout à l'heure les derniers chiffres de CAFPI publiés par Philippe Taboret, avec un recul de 10 points des primo-accédants dans la clientèle qui arrive à obtenir un crédit de CAFPI. Sandrine Alonier a donné également un certain nombre de chiffres. Mais je lisais, et je voudrais déjà qu'on se mette d'accord sur le diagnostic pour savoir si on a eu raison de faire ce thème ou s'il n'y a pas de problème. Je lisais les derniers chiffres de la Banque de France, comme vous sans doute, il y a 48 heures dans la presse économique, qui nous disaient que tout allait bien, que la production de crédit était au moins alignée avec celle de 2019. Donc, on n'aurait pas de problème particulier. Mais est-ce que c'est les mêmes qui empruntent? Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de rattrapage? Voilà. Donc, allez, Sandrine, pour commencer, le diagnostic, quelle est la réalité? Benjamin l'a dit, on est là pour se dire la vérité. Et si on ne se le dit pas ici, les pouvoirs publics ne seront pas éclairés. Je rappelle que cette semaine, il doit y avoir une nouvelle réunion du Haut Conseil de stabilité financière pour examiner, à la demande de la ministre du Logement, l'éventualité d'assouplir les critères d'octroi de crédit qui ont été durcis en 2019. Donc, je pense qu'on fait œuvre utile ce soir. Il faut vraiment dire les choses. Hein. Ouais. Benjamin l'a dit, il y a des institutions qui ne sont pas avec nous. Voilà, on ne va pas gloser là-dessus. Je peux même vous dire qu'il y a des représentants de ces maisons qui auraient souhaité s'exprimer. Il y a une hiérarchie, il y a des disciplines. On a 2 figures du crédit avec Sandrine et Philippe. C'est très bien ainsi. Et on va déjà donner une photographie de la situation, un diagnostic et des éléments pour la réflexion. Sandrine d'abord et ensuite Philippe. Je suis sûr que vous saurez vous compléter l'un l'autre. Merci beaucoup, Henri, de nous passer la parole. Je pense qu'en effet, il est essentiel de dresser un constat chiffré de ce qui se passe, puisqu'on a un peu un miroir aux alouettes à cause de cette production de la Banque de France. Mais si on regarde d'abord le taux de refus, chez Vous Financez, mais là-dessus, tous les courtiers sommes d'accord pour parler de ce même taux de refus, et on en parlait avec Christine Dorpy, qui était également d'accord. Chez nous, il est passé de 5,5% en 2019, c'est la part des dossiers envoyés aux banques qui ne trouvent pas de crédit, hein, qui sont abandonnés pour refus de prêt. Donc, cette part est passée de 5,5% l'année dernière à aujourd'hui 17% en fin d'année. Et on l'a vu augmenter progressivement tout au long de l'année. On l'a vu augmenter dès la mise en place des recommandations du Haut Conseil, hein, puisqu'on était aux alentours de 7% au premier trimestre. Et puis, évidemment, il y a l'effet Covid et l'effet risque lié à la crise sanitaire qui a contribué évidemment à faire augmenter encore ce taux de refus. C'est 17% de dossiers abandonnés pour refus, mais on voit que certains dossiers obtiennent un accord après 1, 2, voire 3 refus de banque. Donc, on s'acharne et on voit qu'on est obligé de trouver des solutions pour les dossiers. Mais du coup… Parenthèse, pardon Sandrine, juste pour qu'on soit très très complet, il y a peut-être en plus de l'autocensure qu'on ne voit pas.
Est-ce qu'il n'y a pas Tout des à fait. ménages qui entendent tout cela, qui voient leur fragilisation, voilà, le risque de perte d'emploi, et qui disent je ne vais même pas y aller, quoi, et qui ne viennent pas vous voir? Tout à fait, Henri, de l'autocensure, et ça, on l'a du côté des investisseurs, mais ça, on va en reparler, mais également un tri et un filtre qui est fait, soit par nous, courtiers, soit par les agents immobiliers aussi, qui sont obligés eux-mêmes de faire le tri en fonction de qui peut potentiellement obtenir un crédit ou pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'apport personnel, ce n'est même pas la peine d'essayer d'obtenir un crédit. On verra si Philippe est d'accord avec ça. Et du coup, il y a ce sujet de la production de crédit Banque de France. C'est vrai que le gouverneur de la Banque de France a dit qu'on avait un niveau record de production de crédit. Et c'est vrai, puisqu'au mois d'octobre, on a dépassé, hors renégociation de prêts, on a dépassé les 20 milliards d'euros de production de crédit. Ça n'est en effet jamais arrivé. Mais il y a en effet un effet de rattrapage, puisque ça fait suite à des mois d'avril à juin où on était entre 10 et 13 milliards d'euros de production de crédit. Juste pour vous donner une idée, en 2008, au pire de la crise, on était tombé à 6-7 milliards. Donc, on n'en est pas très loin non plus. On a quand même eu des mois vraiment de vache maigre. Il faut évidemment regarder cet effet rattrapage. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, et je vais ensuite laisser évidemment la parole à Philippe, c'est qu'on voit bien que là, on pourrait de nouveau avoir un creux. Et qu'est-ce qui va se passer sur 2021? Nous, on pense que le pire est à venir et que le pire est devant nous. Et entre l'autocensure, de ceux qui ne peuvent pas emprunter, qui se le disent, ceux qui sont refusés, et on voit les taux de refus qui augmentent. Si ça continue, on sera à 25 voire 30%, et c'est déjà des taux de refus qu'on atteint chez les investisseurs. Voilà, aujourd'hui, elle est là notre inquiétude, et c'est toute la chaîne immobilière qui va être pénalisée. Encore une chose, et Philippe pourra compléter, nuancer ou n'être pas d'accord avec certaines choses. Si on affine le regard sur ceux qui sont exclus. Tu parlais de ceux qui n'ont pas d'apport personnel. Alors, on pense aux primo-accédants, hein, qui par définition n'ont rien à revendre, donc souvent ils n'avaient pas d'apport. Donc, j'imagine que ceux-là sont plus atteints. Les jeunes, tu as cité aussi les investisseurs, c'est très intéressant. On va y revenir avec Christine tout à l'heure, en particulier, ou Julien Carmona. Si on veut être plus précis, les 3-4 victimes désignées de ce resserrement des critères. Alors aujourd'hui, en tout cas chez nous, parmi les dossiers refusés, donc on voit bien qu'ils ont plus que triplé, eh bien un tiers des dossiers refusés, ce sont des primo-accédants. Donc en effet, ceux qui n'ont pas d'apport, mais parfois ceux qui ont trop peu d'épargne après opération, puisque les banques sont plus prudentes et demandent de l'épargne après, donc il faut l'apport plus l'épargne après. Ceux qui n'ont pas un reste à vivre suffisant. Et là, on a quand même une banque en Île-de-France qui a augmenté ses seuils de reste à vivre. C'est passé de 1 200 € pour un couple à 1 500 € au mois d'octobre. Donc, on voit que les banques sont aussi plus exigeantes là-dessus. Donc, finalement, il n'y a même pas les seules recommandations. Les banques sont allées plus loin. Elles font limite du zèle par rapport aux recommandations. Et il y a également 25% des dossiers refusés qui sont des investisseurs qui, eux, sont plutôt pénalisés par le taux d'investissement, puisque la plupart des gens qui investissent dans l'immobilier sont déjà propriétaires de leur résidence principale avec un crédit en cours, voire multipropriétaires, et que le changement de calcul de l'endettement, on est passé de différentiel à un calcul standard, les pénalise très fortement. Donc, c'est eux également qu'on retrouve forcément dans les dossiers refusés. Et après, il y a les plus âgés à cause du taux d'usure et de l'assurance. Après, on a évidemment une multitude de cas. Mais ça touche aussi les hauts revenus qui avaient l'habitude de s'endetter à 35-40% parce qu'ils ont un reste à vivre de plusieurs milliers d'euros et qui, eux aussi, voient leur dossier refusé. Donc, finalement, je rejoins ce que disait M. Darmouni, qui peut aujourd'hui emprunter? On en vient quand même à se poser la question. Sans compter que, mais je pourrais être intéressable sur le sujet, aujourd'hui, on refuse des emprunts à des chefs d'entreprise qui ont des entreprises depuis 12 ans parce que c'est des entreprises dans l'événementiel, à des pilotes de chez Air France, dossiers refusés. Voilà, aujourd'hui, il faudrait plutôt, en effet, partir de qui peut obtenir son crédit. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Philippe, certainement pas tout. Est-ce qu'on peut repréciser d'ailleurs, on présuppose que les 500 personnes qui nous écoutent ont bien en tête ces fameuses recommandations dictées en novembre 2019, bien avant, enfin, plusieurs mois avant la crise sanitaire. Il y avait essentiellement 3 contraintes. Alors, on parle d'apport personnel, Sandrine l'a évoqué. Le taux maximum d'endettement, les fameux 33%, je crois, en faisait partie. Et puis la durée aussi de crédit, les 25 ans qui deviennent un critère dur également. C'est bien ça.
Ton regard sur le reste à vivre, parce que Sandrine a dit, elle a évoqué cette autre façon de calculer qui peut accéder au crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques, ça c'est ma première question, sont très rigoureuses par rapport à ces recommandations, qui sont en fait des obligations, hein, ça porte un nom pudique. Est-ce que certaines s'en affranchissent encore et arrivent encore à mettre de la souplesse? On vit comment avec ces critères? Et puis tes chiffres aussi, même si ils vont dans le même sens que ceux de Sandrine, mais tes chiffres de production chez CAFPI, qui reste au bord de la route, qui arrive encore à passer, quels sont les problèmes? Alors, par où commencer dans toutes ces questions? C'est Comme tu peut-être veux. de faire un petit peu de pédagogie pour comprendre la situation. La situation, on se rappelle, c'était fin 2019 que le HCSF, suite à une année euphorique de crédit, a décidé de durcir des critères. La première question qu'on s'est posée, nous, en tant que professionnels, c'est de dire, mais a-t-on besoin de critères? Les critères existent, les 33%, les fameux, existaient déjà, hein. Monsieur Trichet, l'ancien gouverneur de la Banque de France, les avait déjà établis comme une recommandation. Là, il ne s'agissait pas d'une recommandation, puisque dès janvier, le gouverneur de la Banque de France a dit aux banques, vous serez punis si vous ne respectez pas ces critères. On vous tolère 15% de dépassement de ces critères, que je rappelle, je les ai rappelés, mais je vais les rappeler dans l'ordre. 33% d'endettement maximum pour tous les emprunteurs. Et c'est là où ça se durcit. 25 ans de durée, alors qu'on pouvait faire du 30, voire du 35 ans sur certaines opérations en termes de durée de financement. Et puis 7 années de revenus maximum pour le crédit. C'est ça le troisième critère. Le critère d'apport personnel n'était pas défini dans ces recommandations, mais sous-jacent. Sous-jacent, sous-entendu, on ne peut plus financer au-delà de 100%. Dans un premier temps, en fait, les banques ont entendu, n'ont pas vraiment appliqué ces critères. Le premier semestre, elles ont continué dans le flot à traiter ces opérations. Suite au premier confinement, elles ont vu l'impact économique de l'épidémie, le deuxième confinement, et aujourd'hui ont ajouté à ces critères, je dirais, qu'elles se doivent de respecter elles-mêmes, des critères de risque. Des critères de risque qui sont l'inquiétude des impacts économiques sur l'emploi des emprunteurs, bien sûr, ou sur les chefs d'entreprise en 2021, enfin dans les mois qui viennent. Et donc aujourd'hui, elles ont un rôle, elles sont pleinement dans leur rôle, il faut bien distinguer les choses, dans le rôle de ne pas prêter à des gens qui ne pourraient pas payer. C'est ce que nous aidons à faire d'ailleurs les banquiers, c'est ça le rôle de courtier, c'est de bien sélectionner, aider, accompagner, améliorer pour permettre à l'emprunteur de ne pas prendre de risques et bien évidemment de ne pas le faire supporter à la banque. Et c'est pour ça que moi je ne suis pas beaucoup plus dur. Je ne suis pas perdu, j'ai eu un appel. Voilà, quand on reçoit un appel, ça coupe, ça fige un peu l'image. Voilà. On n'a pas besoin d'eux, puisqu'en fait, les banques et nous-mêmes professionnels. Si c'était le gouverneur de la Banque de France, il faut que tu prennes l'appel. Hein. Pas encore. Voilà. Bon, d'accord. En définitive, on est dans une situation où on est là pour analyser ce risque et l'adapter à l'événement. Hein. Moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Il y a eu des moments plus difficiles, où le crédit était plus difficile, où le taux était beaucoup plus élevé, où le marché s'effondrait. On a toujours su faire face en responsabilité, dans nos rôles et devoirs de conseil, à ces situations pour effectivement accompagner l'accession à la propriété ou l'investissement dans des conditions raisonnables de l'instant. Ce qui se passe, c'est qu'au deuxième... Je t'arrête là sur ce sujet parce que c'est très important. Tu as beaucoup... tu es souvent intervenu sur ce sujet, il faut y revenir. Tu parles de responsabilité. Tout à l'heure, j'y reviendrai avec Jean-Yves Manot. Hein, il est certain qu'il ne faut pas mettre les ménages dans un mauvais pas, ni qu'ils soient accédants, ni qu'ils soient investisseurs. On entend des discours. Si la ministre avait été là, je lui aurais demandé de répéter ce qu'elle dit souvent. Elle dit, mais attention, risque de surendettement. Est-ce que le système bancaire français, il y a des courtiers, il y a des prêteurs, est-ce qu'on peut dire que depuis 30 ans, 40 ans, il a fait preuve d'irresponsabilité en France? On parle de notre pays. Jamais. On a le taux d'impayés ou de contentieux le plus faible en Europe et peut-être voire au monde. En janvier, d'ailleurs au moment des critères HCSF, le gouverneur lui-même disait, il se flattait que ces taux avaient encore chuté. Ils avaient encore chuté ces taux de risque. Donc en définitive, il n'était absolument pas... la question n'était pas là. On cherchait autre chose en appliquant ces critères. Effectivement, à réduire, peut-être anticiper, mais réduire. La HCSF n'est jamais intervenue sur des crédits particuliers, en définitive.
qu'on réduise la voilure sur les professionnels parce qu'il y a un impact économique sur leur business, on en parlait, le PGE, etc. Mais sur le particulier, il faut laisser le marché effectivement s'autoréguler par rapport à des responsabilités que nous portons chacun dans nos professions. Ça, c'est mon premier point de vue. Après, sur l'analyse des chiffres, on se trompe un petit peu, puisque, en définitive, ce qu'il faut bien rappeler, et là, je parle des professionnels immobiliers, de l'essentiel des auditeurs, on est bien sur des décalages entre le projet, la promesse de vente, ou le contrat de réservation qu'on signe. Un mois plus tard seulement, on a un accord de crédit. C'est à peu près le délai qui est convenu, un peu plus même, souvent, et une offre de crédit avec un délai d'acceptation. Et encore 3 à 4 mois plus tard, on a une signature notariale. Et encore que ces délais sont perturbés par les confinements, etc. Et donc là, la Banque de France annonce des chiffres qui proviennent de projets de promesses de vente ou d'accords de crédit qui datent déjà de 3, 4, 5 mois, 6 mois. C'est-à-dire, effectivement, des périodes de déconfinement, il y a eu ces euphories, etc. Nous, ce qui nous inquiète, et moi, ce que je tire comme signal d'alarme, et ça depuis des mois, c'est ce qui nous arrive là. On a eu la première vague du tsunami, la grosse vague arrive. C'est que tous ces dossiers qui, hier, étaient dans les stocks sont épuisés. Et aujourd'hui, les nouveaux compromis ajoutés à des refus complémentaires pour cause d'économie, eh bien, vont faire que le marché va s'effondrer sur cette fin d'année et sur le premier semestre 2021. Et quand on prend, je relaisserai la parole, excuse-moi Henri, tu me connais un peu long. Et quand on parle d'un plan de relance, d'un soutien à l'immobilier qui était vraiment un acteur essentiel de l'économie de notre pays, et ben là, on ne fait rien pour. Quand on dit d'un côté à la Banque centrale, il faut mettre des financements en place pour soutenir les économies des pays, eh bien, on peut financer les entreprises, mais si elles n'ont pas de clients, comment ces entreprises vont-elles fonctionner? Donc, il y a un moment aussi, il faut soutenir le prêt aux particuliers. Ça, c'est de la responsabilité de l'État que de venir garantir, apporter des garanties à des risques. C'est de la responsabilité des autorités que de permettre effectivement aux banquiers de financer, qui eux ont des règles, et à nous d'intervenir pour faire entendre la raison. La Banque de France va se rendre compte de ce qu'elle n'écoute pas depuis des mois, c'est que le tsunami arrive. Je reviens sur les souplesses que utilisent ou n'utilisent pas, c'est ma question, les établissements prêteurs. Alors, tu as évoqué ce critère qui était aussi dans les recommandations, qui sont bien et bien des prescriptions Oui. au Conseil, des 15%. Est-ce que tu peux les repréciser? Est-ce que les banques utilisent cette souplesse de 15%? Et est-ce que je reviens à la méthode du reste à vivre? On ne va pas expliquer, tout le monde, je crois, le sait ici. Est-ce que certaines banques, ça a été évoqué par Sandrine tout à l'heure, continuent à regarder plutôt le reste à vivre que les fameux 33% qui sont ce rapport entre les revenus et les charges? Non, franchement pas, parce qu'en fait, alors encore une fois, sur 2 périodes. La première période, les banques n'ont pas respecté ces 15%, il faut le dire. On a les stats des banques. Alors nous, elles nous l'ont fait respecter. Nous, courtiers, elles ont été assez dures avec nous. Il fallait l'appliquer, ces règles. Pour elles-mêmes, sur le premier semestre, elles ont le temps de l'adapter, dépasser largement ces 15% sur ces critères. Aujourd'hui, elles les appliquent stricto sensu, c'est-à-dire que même les banques, aujourd'hui, elles-mêmes et en direct, ne trouvent pas d'autre solution que de refuser des dossiers qui dépassent d'1 centime, 33%. Oui, c'est intéressant. Elles ont utilisé cette souplesse, elles l'ont épuisée en fait. Les 15%, c'était 15% de la production pour un établissement. Oui. Et donc, bon, elles ont sur joué certains avec profils. Sur certains profils. Les primo, par exemple, etc. Et donc, elles l'ont épuisé. Et aujourd'hui, elles sont bien contraintes, effectivement, d'appliquer stricto pour ne pas se faire amender. Premièrement. Et deuxièmement, sur certains profils, elles ont ajouté le risque économique à venir pour certains emplois qui risquent de disparaître, etc. Du chômage qui va arriver, etc. Donc là, on est vraiment dans le resserrement total pour tout le monde. Donc, nous, ce qu'on dit, en tout cas moi, ce que je dis, puisque comme le disait Soué, il y a plusieurs lignes dans la réponse, je dis il faut absolument libérer le crédit, c'est-à-dire qu'il faut que le HCSF enlève ses contraintes et laisse les banquiers faire, laisse les responsables de ces analyses le faire. Pour quelqu'un qui n'a pas de risque de chômage ou pas de risque d'entreprise, pourquoi on pénaliserait toutes les entreprises? Peut-être celle du tourisme, dans un temps, le temps de revoir que l'activité redémarre. Mais pourquoi ceux qui sont dans des économies qui fonctionnent, et il y a plein d'économies qui fonctionnent, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent, seraient de la même façon pénalisés? Pourquoi quelqu'un qui est dans un secteur salarié sans risque serait contraint de respecter les critères de tout le monde? Pourquoi on accepterait un 33% pour quelqu'un qui a des faibles revenus et pour quelqu'un qui a de gros revenus? Donc reste à vivre ou pas reste à vivre, cette notion-là, oui. En tout cas, les critères de risque sont analysés en fonction du cas. On a toujours dit le prêt particulier
particulier, c'est vraiment activité personnée. Ça s'analyse au-delà des documents sur la situation particulière de l'emprunteur dans sa situation familiale, économique et sociale. Et là, on demande à reprendre le droit de pouvoir prêter à ceux qui n'ont pas de risque, et c'est à nous de l'analyser. Merci beaucoup. Je reviens vers Sandrine parce qu'elle demande la parole et ensuite j'irai vers Christine Fumagalli. Julien Carbonat n'est pas encore avec nous à ma connaissance, mais on va avoir deux voix côté professionnel de la transaction neuf et existant. Sandrine, tiens, moi j'ai une question, quel que soit le propos que tu voulais avoir. Est-ce que le Haut Conseil qui vient d'être évoqué par ton confrère est hors sol? Moi je suis quand même étonné qu'après des mois où vous avez vous-même dit des choses, voilà, j'ai pris ma part, beaucoup l'ont fait, la présidente d'Orpi aussi, comment se fait-il qu'il y ait cette surdité? Je suis étonné. Le président du Haut Conseil, c'est le ministre de l'économie, il est dans l'action, il y a un certain nombre de très grands professionnels dans ce Haut Conseil. Est-ce qu'il est hors sol? Moi, je voudrais aussi le diagnostic sur la surdité. Comment ces responsables Oui, mais parce que je pense qu'en effet, Henri, vous avez raison, je pense que le gouvernement a deux maladies, peut-être en effet la surdité, mais également l'immophobie. On sait qu'on a un gouvernement qui n'est pas pro-immobilier et pour ce gouvernement, l'immobilier est un placement improductif. Donc, il veut réorienter aussi l'épargne des Français, qui est absolument colossale en ce moment, vers l'économie réelle. Et il considère que l'immobilier n'en fait pas partie. Donc, ils n'ont aucun intérêt à booster en effet le crédit immobilier et l'immobilier, à part, enfin, il faut quand même que ça se tienne évidemment dans des standards. Et il est vrai qu'on va terminer plus de 900 000 transactions. Ça va rester une bonne année. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette surdité qui est liée aussi à cet environnement cotonneux entre les chiffres de la Banque de France, les chiffres des transactions. Voilà. Mais nous, comme le dit Philippe, on veut tirer un signal d'alarme et on veut aussi que les banques puissent continuer et soient incitées à continuer à faire leur mission. Et ce que je voulais, j'espère avoir répondu à ta question, Henri, mais ce que je voulais rajouter, c'était concernant la marge de flexibilité des banques, parce que c'est très important, parce que d'après moi, c'est là-dessus qu'il faut avoir un levier. Je suis sûre que M. Manot sera d'accord, c'est qu'aujourd'hui, ces recommandations, moi, je trouve qu'elles sont saines. Les 33% d'endettement, c'est sain, et voire même, il y a des dossiers qui sont refusés à 28, et c'est peut-être bien pour les emprunteurs. Les 25 ans, c'est tout à fait rationnel, à part dans le neuf, et je suis sûre que M. Carbonat sera d'accord, puisque quand on veut acheter dans le neuf, il y a quand même 2 à 3 ans de délai, donc c'est bien de pouvoir emprunter sur 25 plus 3. Mais on voit bien que les banques, elles utilisaient cette marge de flexibilité avant qu'elle n'existe. Donc, je voulais vous reprendre les chiffres de la CPR, où les prêts supérieurs à un endettement de 35% d'endettement, en septembre dernier, c'était 28,4%. Cette année, en septembre 2020, un an après, c'est tombé à 21,16%. Donc aujourd'hui, il y a encore 21,16% des gens qui arrivent à emprunter à plus de 35% d'endettement, mais c'était 28%. On sent bien que sur la masse quand même de volume, ces 8 points qu'on a perdus, ils sont quand même essentiels. Et quand on regarde les chiffres de la part des investisseurs, eh bien, on a perdu 7 points. Donc c'est eux aussi les premiers pénalisés. Donc cette marge, elle est importante. Et si elle est appliquée de façon contrôlée, ça pourrait être une solution de se sortir par le haut de cette situation qui aujourd'hui nous bloque tous. Sandrine, une question. On a dit tout à l'heure, on n'a pas avec nous de banquiers et j'atteste en plus que des responsables d'établissements ont souhaité intervenir et puis voilà, il y a des codes d'entreprise, on n'a pas à les juger. Et puis il y avait l'urgence aussi parce qu'on vous invite tardivement et bon. Est-ce que ces critères sont là aussi aujourd'hui, puisqu'ils restent au moment où on parle, pour protéger les banques? Elles se sont beaucoup tournées vers le risque d'entreprise, elles ont beaucoup soutenu les entreprises, elles le font très clairement. Hein, le PGE, ce sont les banques qui le distribuent, notamment, et elles apportent beaucoup de souplesse pour soutenir les entreprises. Est-ce que l'État ne se dit pas, et les banques aussi, finalement, qui sont assez silencieuse, je trouve, hein, sur ces sujets. Nous, on prend déjà beaucoup de risques avec les entreprises. Si on en prend un petit peu moins avec les particuliers, on est pas malheureux. Henri, je pense que là-dessus, vous soulevez évidemment un problème très important, puisque à ce niveau de taux de crédit également, le risque, si je puis dire, la prime de risque est très limitée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement un intérêt pour les banques de moins prêter ou peu prêter, évidemment, aux profils les plus risqués? Et du coup, là, on se retrouve dans un cercle vicieux
où les banques sont incitées à prêter qu'aux meilleurs profils. Comme elles veulent toutes capter une cible d'emprunteurs qui se restreint et tous les mêmes emprunteurs, elles ont tendance à baisser les taux. Aujourd'hui, on peut encore emprunter à moins de 1% sur toutes les durées, y compris sur moins de 25 ans. Les taux ont encore baissé là au mois de décembre. Donc, du coup, ça tire les taux vers le bas. Et du coup, à ces niveaux de taux-là, évidemment, elles ne veulent pas prêter aux emprunteurs risqués. Donc, finalement, de ce point de vue-là, les taux sont trop bas aujourd'hui pour prêter à des profils risqués. Il y a une question, allez, je la pose tout de suite parce que de toute façon, elle se posera. Vous gardez un pouvoir, vous les courtiers, vous avez pris au fil des dernières années une vraie part du marché. C'est pour ça qu'on vous invite au débat. Voilà, c'est votre place. Dans ce contexte-là, vous arrivez encore à ferrailler et à gagner la partie avec un certain nombre de clients? Je vais laisser Philippe répondre, mais c'est dans ces cas-là… Allez, Philippe, et puis vas-y. Puisqu'on est obligé d'aller voir 1, 2, 3 banques, de proposer le dossier à plusieurs banques, et qui aujourd'hui aurait refus et de continuer. Allez, Philippe, et puis Julien Carmona nous a rejoint, ce sera à lui de prendre la parole juste avant Christine. Philippe, oui, est-ce que tu arrives à faire ton métier dans ce contexte? Oui, plus que jamais, puisqu'en fait, les clients ont vraiment besoin en ce moment d'être accompagnés, d'être conseillés, faire les bons arbitrages, et puis surtout après de trouver le bon interlocuteur, puisque un bon client n'est pas la même définition dans chacune des banques. Et on peut trouver des produits en plus qui viennent aider et soutenir le projet de l'emprunteur. Donc, plus que jamais, on est sollicité, apprécié par les clients dans ce contexte difficile d'obtention de crédit. Moi, je voulais juste ajouter quand même précédemment que je pose une question, hein, Henri, je vais te provoquer, et c'est peut-être toi qui vas y répondre. Pourquoi cet argent si faible, à coût si faible, à marge si faible, serait-il une vertu pour les États et pas pour les particuliers? Bien sûr, bien sûr. Alors, je n'y répondrai pas, mais on va sans doute apporter des éléments. J'accueille avec plaisir Julien Carmona. Il nous rejoint juste à la sortie de notre réunion. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous remercie. Vous êtes le directeur général délégué du groupe Nexity. Le groupe Nexity, s'il faut le rappeler, c'est le groupe leader en France dans l'immobilier, avec bien sûr des activités de construction neuve et donc de vente de logements neufs, mais aussi dans le giron de Nexity des enseignes de la transaction tout court dans l'existant. On peut penser à Century 21, confrère d'Orpi. Christine s'exprimera ensuite. Et je vous remercie parce que vous avez eu beaucoup de franchise. Il y a encore quelques jours, dans la presse économique, vos propos étaient rapportés. Il faisait écho à ce que Alain Dinin, hein, le fondateur du groupe, avait prononcé quelques jours plus tôt. Et ils sont très frappants. Moi, j'ai dans l'oreille que 40% de vos clients, alors vous avez un portefeuille de clientèle très très large, de vos clients potentiels, de ceux qui, en 2019, par exemple, avaient acheté chez vous, au moment où on parle, ne peuvent plus acheter. C'est un chiffre extrêmement frappant qui est en décalage total. On en a parlé avant vous, mais on les a expliqués avec des chiffres de la Banque de France qui nous disent que tout va bien. D'évidence, ce n'est pas votre constat. Et là, ce n'est pas non plus un propos uniquement professionnel, c'est 40% de projets de ménage à voir le jour. Terrible. Voilà, donc je vais tout simplement vous demander d'expliquer, de détailler ce diagnostic, ses conséquences. Je crois d'ailleurs que vous n'êtes pas restés les deux pieds dans le même sabot, hein, et le groupe Nexity a été inventif pour aider les ménages, hein, et c'est dire qu'il y avait un besoin très important. Vous avez imaginé des solutions. Voilà, votre regard à la tête d'un groupe qui a une vision tout à fait panoramique sur l'accession, mais aussi l'investissement locatif, dont on vient de dire qu'il était pénalisé également. Merci beaucoup, Henri. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Très bien, très bien. D'accord. Donc d'abord, toutes mes excuses pour mon retard. Je vous avais prévenu, mais j'avais effectivement le conseil de surveillance d'une de nos filiales et j'ai raccroché à 18h29. Donc je suis ravi de cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir m'exprimer sur ce thème. Alors jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est consensuel, mais j'espère que ce ne sera pas que consensuel. Je parle évidemment pour Nexity. Merci de vos compliments sur notre société. On parle pour nous, hein, on n'a pas honte de le faire puisqu'on produit des logements
Et je pense qu'il y a un intérêt, c'est notre intérêt, c'est notre vocation, mais il y a aussi un intérêt collectif. Et pour vendre des logements, derrière, il faut qu'il y ait des clients. Alors, on va dire cette année, il y a le retour des institutionnels dans le logement, très bien, c'est ça qui permet de garder le marché un petit peu à flot. Pour autant, le marché, il va beaucoup baisser. Et ma conviction, c'est qu'il faut des clients particuliers et il faut notamment des clients accédants et surtout primo-accédants pour faire un marché immobilier, je dirais, sain, de qualité et que, oui, l'essentiel de la demande est une demande locative, mais il ne peut pas y avoir que des locataires. Des propriétaires occupants, c'est très important aussi, du point de vue de la qualité d'un projet immobilier et du point de vue des maires. Alors ensuite, et je vais revenir un peu sur nos statistiques et ce qu'on perçoit du terrain, et ensuite nos convictions, nos propositions, je vais juste te dire, voilà, je suis aujourd'hui dans l'immobilier, depuis 7 ans, je suis un ancien banquier. J'ai travaillé longtemps chez BNP Paribas aux caisses d'épargne, j'ai beaucoup d'amis dans les banques, et au fond, les banques, elles ne C'est sont bien pas d'avouer vos turpitudes. Je n'en oui, avais oui, pas oui, parlé, oui, mais il faut c'est t'avouer bien à donc. moitié pardonné, mais tout simplement pour dire par rapport à ce qui a été dit juste avant, les banques, elles ne sont pas satisfaites de ces règles. Pourquoi elles ne le disent pas? Parce qu'une banque, il est de mauvais goût de dire du mal de son régulateur. Le régulateur, c'est la police ou la gendarmerie, etc. Et donc, voilà, elles ne s'expriment pas et elles nous ont plutôt incité, nous, à nous exprimer, puisque, voilà, on parle pour nous, on parle pour nos clients, mais on parle même pour les banques qui ont un peu un bâillon sur la bouche naturel autour de ces sujets-là. C'est un point Alors très ensuite, important, hein. Ce que vous venez de dire, voilà, on disait qu'on se disait la vérité ce soir, c'est un point très important. Il y a un regard sans doute commun, il y a une solidarité. Maintenant, il y a des règles du jeu. Les banques les respectent. On a dit tout à l'heure, ce qu'on appelle recommandations, c'est en fait des injonctions. Ça veut dire que les banques totalement. sont passibles d'amendes Mhm. et le régulateur, on ne le contrarie pas publiquement. On ne fait pas des conférences de presse pour dire qu'on n'est pas d'avis de la gendarmerie, en clair, hein. Voilà, c'est de mauvais goût en tout cas, et c'est risqué en plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, vous avez commenté les statistiques de la Banque de France, j'ai du mal à les comprendre. On regarde plutôt celles de l'Observatoire Crédit Logement, hein, que tout le monde ici connaît. Donc, vous connaissez les chiffres. Sur les 11 premiers mois de l'année, les crédits aux particuliers, crédits immobiliers aux particuliers en baisse de 16%. Et dans la livraison précédente, on voyait moins 11% pour l'ancien, moins 28% pour le neuf. Donc des statistiques sans appel. Il est évident que le Le HCSF crédit n'est pas logement, la c'est un outil de place, comme on dit, hein. C'est-à-dire que ça exactement, concerne oui, oui. l'ensemble des prêteurs, hein. Et ce n'est pas des statistiques fantaisistes, c'est Voilà. effectivement des remontées des dossiers qui font appel à la caution crédit logement, quel que soit l'établissement bancaire adhérent. Ensuite, bah, nous, chez Nexity, on voit exactement la même chose, puisque nous, nos ventes à des primo-accédants sont en baisse de 19% sur les 9 premiers mois de l'année, et que la part des primo-accédants dans nos réservations est à un plus bas historique à 14% du total, contre 20%, et ce total a lui-même évidemment diminué cette année. Donc la crise sanitaire joue évidemment un rôle. Ça peut remettre en cause la demande, ça peut remettre en cause des projets immobiliers de clients qui disaient bah, j'avais un boulot, j'ai plus de boulot, j'achète plus. C'est tout à fait désolant, mais ça, c'est la faute à la crise et ce n'est pas la faute au régulateur. Et il y a évidemment le cas que vous avez sans doute évoqué, des secteurs dits exposés à la crise, hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, que sais-je, où là aussi, on est les premiers à le déplorer, mais disons qu'il y a une certaine rationalité de la part des banques dans leur scoring à fermer l'accès au crédit aux emprunteurs qui viennent de ces secteurs. Pour autant, je pense que le HCSF joue un rôle absolument déterminant dans ce qui se passe. Et d'ailleurs, bah, dans ce fameux tableau de bord de novembre du Crédit Logement, il fait 9 pages. Le mot HCSF revient 9 fois, une fois par page, et il y a 2 fois les autorités de contrôle bancaire. Le rédacteur ayant souhaité ne pas être trop dans la répétition, comme on nous l'apprend Atténué. à l'école. Donc voilà, on n'est pas tout à fait les seuls à le dire. Alors les règles, bah, vous les connaissez, mais il y a les règles et puis il y a le niveau de tolérance fixé à 15%, comme vous le savez. Un certain nombre d'établissements bancaires sont d'ores et déjà en dessous. Ça va être les banques dites, bah, les banques cotées, les banques capitalistes, donc Société Générale, HSBC, etc. Mais les établissements mutualistes sont au-dessus. Et pour certains, très au-dessus. Crédit Agricole au-dessus de 30%. Chiffre non public, mais que je vous livre. Et c'est justement eux qui sont en train de se faire taper sur les doigts. Et c'est justement eux ou d'autres groupes mutualistes ou la Banque Postale qui, en tout cas, c'est notre perception, prête encore pas mal, sont en train de se faire rappeler à l'ordre et qui voilà, nous ont dit attention, ça va vraiment casser le marché. C'est déjà pas formidable avec les dépassements qu'on a, mais s'il n'y a plus de dépassement du tout, ça va être mauvais. Et de fait, ces règles, elles pèsent sur tout le monde. Alors, on va dire qu'il y a un effet sur l'investisseur particulier. On pourra en parler, c'est les investisseurs
multi-projets et multi-endettés. C'est mon cas, hein. Moi, je ne suis pas dans les ratios bancaires aujourd'hui parce que j'aime bien l'immobilier. Au-delà de ma résidence principale, j'ai la chance d'être très bien payé, vous pouvez l'imaginer. Mais au-delà de ça, entre ça, ma résidence On a principale et dit des qu'on disait projets… la vérité, alors vous allez au bout de Voilà. l'exercice, c'est bien, Donc, c'est je bien. donne un exemple moi-même. Et donc, entre mon crédit résidence principale et mes différents projets d'investissement, je suis plus dedans. Bon, j'ai la chance d'avoir un banquier qui regarde le reste à vivre et pas le taux d'effort. Pour combien de temps, on verra. Mais c'est un exemple. Mais ça, je dirais, c'est un peu anecdotique, même si ça nous touche. L'essentiel, c'est les primo-accédants. Et donc, le chiffre tout à fait vérifié, c'est en prenant tous nos clients de 2019 avec les données qu'on a sur leur financement, il y a 40% de dossiers qui ne passent plus. Qui ne passent plus. Ou pour le dire autrement, il y a un doublement des refus de crédit opposés à nos clients primo-accédants. Ben, c'est quoi le sujet? C'est l'apport personnel. Voilà. Et donc, dans certains cas, il y a des gens qui auraient pu mettre de l'apport personnel l'an dernier, il se trouve qu'on ne leur demandait pas. Cette année, ils le mettent. Ben, ceux qui ne le mettent pas, cette année, c'est tout simplement qu'ils ne l'ont pas. Qu'ils ne l'ont pas. Et c'est bien ça la plus forte inégalité entre les Français. Il y a bien sûr celle des revenus, mais Bien il y a sûr. ô combien d'avantages, celle de l'épargne, de la fortune héritée qu'on a ou celle de ses parents, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait chez Nexity, voyant que l'apport personnel prenait un rôle déterminant? C'est effectivement de monter, c'est un peu du marketing, mais je pense que c'est utile, la cagnotte immobilière. Donc, la cagnotte immobilière, c'est de dire, voilà, on ouvre un site de cagnotte, inspiré des litchis et autres, mais sur notre site Nexity, pour que l'emprunteur mette évidemment ce qu'il a et fasse appel à ses proches et amis dans un côté un petit peu ludique, de dire un tel met 10 euros, la vieille tante 40, etc. Et petit à petit, on arrive à un petit pécule. Et C'est cette un cagnotte, crowdfunding de proximité. oui, du crowdfunding, exactement, ou de la tontine. Et du coup, nous, Nexity, on double cette cagnotte jusqu'à 6 000 euros. Voilà. Donc, ça permet de créer un apport personnel là où il n'y en a pas. Évidemment, les connaisseurs de l'immobilier que vous êtes vont dire, voilà, on recycle aussi autour de ce système-là des aides à la vente. Au lieu de faire, on vous vend la cuisine équipée, on vous double la cagnotte. Voilà. Mais je trouve que ça a quand même une vertu de dire, dans ce monde où l'apport personnel est devenu indispensable, de trouver les moyens de faire ça. Derrière, là où c'est possible, eh ben, on déclenche le prêt Action Logement, qui est quand même très intéressant. Alors, c'est pour les salariés, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un prêt à 0,50. Et ensuite, mécanisme vertueux, ça déclenche le prêt à taux zéro, qui est formidable. Mais encore faut-il qu'il y ait un crédit bancaire pour qu'il y ait le prêt à taux zéro apporté par l'État via les banques et qui couvre 40%. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc, on fait du lobbying. Pour l'instant, on n'a pas un succès majeur. Donc, on pense qu'il faudrait que ça devienne plus politique et plus médiatique et pas seulement dans nos cercles à nous et dans les échos, même si voilà, je salue les courtiers qui se sont exprimés là-dessus et je dirais un peu pour le compte de toute la profession. Et toute Gilles, la il y a plus de 500 personnes de la filière immobilière qui nous écoutent. Voilà. C'est aussi un porte-voix. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et voilà, on Ce soir. fait tous ce qu'on peut. Mais je pense qu'il faut qu'on soit sur quelque chose un peu plus grand public. Voilà, les exemples qu'on a tous, de jeunes ménages, solvables, 2 emplois, enfin des gens finançables, hein, voilà, et qui se sont vus opposer un refus de crédit et de trouver des gens qui puissent aussi s'exprimer et qu'on puisse prendre pour exemple en disant, non pas aux régulateurs qui sont un peu bouchés là-dessus, j'y reviendrai, mais à Bruno Le Maire qui a quand même une tête politique, attention, voilà, ce n'est pas juste les gens de l'immobilier. Vous êtes imophobe, d'ailleurs, il ne l'est pas. Pas tant que ça, en tout cas. Mais de dire, là, on parle de la population, Oui. on parle de vos On électeurs. parle des projets des ménages. Hein, et on je dis parle dans ces des termes-là. projets des ménages. On parle des projets des ménages, c'est clair. Et puis ensuite, on parle de contradiction. Donc, contradiction entre voilà, le fait de vouloir, je dirais, satisfaire la population et de dire à des gens, non, vous auriez pu vous financer, c'est pas possible, vous allez rester locataire, donc vous allez rester fragile. Je pense que ce n'est pas forcément un bon message. Il ne s'agit pas de dire, ça c'est derrière nous, c'est il y a 10 ans, et je pense que ce n'était pas un bon slogan. Et chez nous, chez Nexity, on n'a jamais, je dirais, adhéré à ça. Parce que tout le monde ne peut pas, ne veut pas, et c'est comme ça. Mais ce n'est pas non plus une France de tous locataires. La deuxième contradiction, c'est par rapport à la relance. On sait à quel point le logement ancien, bien sûr, mais beaucoup le logement neuf est un facteur de création d'emplois, de relance. Et les emplois les réservations qu'on ne va pas faire cette année, c'est des emplois qui ne seront pas là quand juste avant l'élection présidentielle. Donc, on pense que c'est un petit peu dommage que les pouvoirs publics ne voient pas ça. Et ensuite, pour en venir aux régulateurs eux-mêmes, il y a effectivement une vraie contradiction. Je retiens le mot d'imophobie, pas tellement peut-être celle du gouvernement, mais celle des régulateurs. Alors,
Pourquoi? C'est des gens tout à fait estimables, hein. Je ne veux pas avoir du discours caricatural. Et le rôle du HCSF, c'est de prévenir les crises financières. Et c'est donc de dire la crise de 2007-2009, plus jamais ça. Donc en cela, on ne peut qu'être d'accord. Mais imophobie, pourquoi? Parce que ces gens-là ont une vision que toutes les crises financières viennent de l'immobilier. D'abord, c'est éminemment discutable. Et ensuite, quand on parle de la France, c'est vrai aux États-Unis avec les subprimes, c'est vrai en Angleterre à une époque, c'est vrai au Japon, c'est vrai en Chine, mais en France, avec le système extrêmement prudentiel qu'on a du point de vue du financement bancaire, ce n'est pas vrai. On a eu des crises financières qui viennent de l'immobilier, créées par l'immobilier, ça a été des crises du bureau, ça n'a jamais été des crises du logement, jamais et jamais des crises du financement du logement. Mais pour autant, il y a une espèce d'image mentale à la Banque de France, à la CPR, que oulala, le financement du logement, c'est très dangereux. Et ça, c'est une méconnaissance de leur propre histoire. Ensuite, et là parlant en tant qu'ancien banquier familier de la banque, mais comme beaucoup de gens ici le sont, le système bancaire français, il est extrêmement prudent, il est extrêmement averse au risque. Il a pour inconvénient déjà d'exclure 40% des ménages de l'accès au crédit, alors que dans d'autres pays, plus appétant au risque, c'est moins. Et là, on va le rendre encore plus restrictif, alors même que le risque, il est très faible. C'est-à-dire, on connaît les données sur le coût du risque lié au crédit immobilier des ménages, c'est 10 points de base, 0,10% de l'encours. Autant dire, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement ce scoring à l'octroi qui est extraordinairement restrictif d'ores et déjà, mais à la limite, tant mieux, parce qu'on ne finance que des projets soutenables. Personne n'a intérêt à mettre des ménages dans le surendettement. Je pense pour ma part qu'on pourrait élargir un peu, mais là, on ne parle pas d'élargissement. Ensuite, on a l'assurance décès, invalidité, perte d'emploi qui est importante. Ensuite, on a la caution et le cas échéant, l'hypothèque. Quand vous mettez tout ça bout à bout, ce que risquent les banques sur ce produit-là, c'est à peu près rien. C'est 0,10% par an. Et donc, quand elles vont prêter à 1,20%, mais il n'y a que 0,10 qui va partir en coût du risque. Est-ce que c'est très rentable comme produit? Alors non, mais oui, quand on met tous les produits annexes à côté, et notamment l'assurance emprunteur, qui s'est ouverte, et d'ailleurs, merci aux associations de défense des consommateurs qui ont milité pour ça, nos clients en profitent, mais les banques qui se débrouillent bien arrivent quand même à gagner de l'argent sur l'ADI, ADE. Et donc, tout compris, ça reste un produit rentable, peut-être pas énormément quand on voit le taux complet, mais elles ne peuvent pas marger plus parce qu'à la limite du taux d'usure, et je ne suis pas sûr qu'il faille augmenter ça. Voilà, parce que le taux d'usure est aussi une protection du consommateur. Et je On va pense y que revenir c'est tout à l'heure avec Philippe Boré, qui est un naturellement. spécialiste de ce sujet. Voilà. Et peut-être le dernier mot du point de vue bancaire, c'est de dire, oui, ça rapporte peut-être pas beaucoup dans l'absolu, mais il y a très peu de capitaux, il y a très peu de fonds propres à mettre derrière. Et ce que regardent les banques, c'est la rentabilité sur fonds propres. Et au fond, en cela, le crédit immobilier reste un produit super rentable. Et donc, ce que disent les banques, ou plutôt ce qu'elles n'osent pas dire, c'est de dire, au fond, l'État nous pousse à prêter aux entreprises, l'État nous pousse à prêter à des secteurs risqués, mais nous, on voudrait bien prêter davantage sur la partie la moins risquée de notre bilan, c'est-à-dire sur les crédits immobiliers aux ménages. Peut-être dernière illusion un peu économique dans l'esprit des régulateurs, c'est de dire, mais pourquoi encourager le crédit alors qu'il y a tellement d'épargne inemployée dans l'économie? Ben oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que ce n'est pas au même endroit. Ça n'est pas dans les mêmes endroits de l'économie. Et donc, les jeunes ménages, justement, ils n'ont pas d'épargne. Et de leur dire, regardez, le taux d'épargne a monté pendant le confinement, oui, peut-être, mais ce n'est pas leur épargne à eux. Donc, il y a un nœud de contradiction et on a vraiment envie que ça change. Préciser un peu tardivement que la moitié avait été constituée par 10% de la Et ben population. Donc voilà. Et effectivement, ben voilà. l'argent n'est pas là où il doit être. Voilà, Mais ce n'est pas ceux-là qui vont acheter un logement neuf à 240 000 euros dans le 78. exactement. Merci beaucoup, Julien. On va revenir vers vous. J'intercale une question de Benjamin et ensuite Christine Fumagalli. On parlera de l'existant pour être complet. On a parlé des ventes et des achats de neufs très largement avec Julien Carmona, pas seulement, sans doute, dans son propos. Et après, on parlera d'existant. Oui, merci Henri. Juste une petite question pour M. Carmona. Comment est traitée fiscalement la forme de crowdfunding que vous mettez au service de vos clients avec une partie de leur famille qui investissent et vous qui doublez le montant? Je pose cette question pour tous les gens qui vous écoutent parce que ça sera forcément une question de vos futurs acquéreurs. Julien Carmona, cette ingénierie financière et fiscale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, Donc, je veux acheter un logement neuf chez Nexity, j'obtiens de ma famille, je ne sais pas, allez, 10 000 euros, vous abondez de l'équivalent.
quel est le statut de l'épargne qui a été constituée par mes proches et par moi-même? C'est une bonne question. À ma connaissance, il n'y a pas de fiscalité dessus, mais je vérifie dardard. Je vais appeler un ami pour vous répondre avant la fin de la session. Très Merci, bien, merci merci beaucoup. beaucoup. Christine Fumagalli, merci de la patience qu'ont ceux qui interviennent après, mais je trouve qu'il y a une telle richesse dans les propos de chacun que je veux qu'on engrange toutes les informations. Alors, Christine, je l'ai dit, le réseau Orpi, je ne sais pas s'il est encore utile de le rappeler, c'est allez, je crois, 1200 agences sur tout le territoire. Et j'insiste sur le tout le territoire parce qu'on n'a pas parlé de territorialisation des problèmes. Est-ce que ce qu'on vient de décrire, on le ressent partout à l'identique? Les agences sont, même si certaines vendent du neuf, mais sont spécialisées dans la vente d'anciens, d'existants, il faudrait dire. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que tous les chiffres là qui sont cohérents, hein, tout le monde n'a pas les mêmes sur son entreprise, mais est-ce que c'est constaté par le réseau Orpi? Quel préjudice aujourd'hui sur les projets des ménages les agences Orpi peuvent-elles mesurer? Et là encore, en étant précis sur les segments, on a parlé des primo-accédants, on a parlé des accédants tout court, on a parlé des investisseurs classe moyenne, voire plus fortunés. Ton diagnostic? Alors, beaucoup de choses ont été dites et je vais rejoindre toutes les prises de parole qui ont été faites ce soir. Ce que l'on constate, nous, sur le terrain, c'est juste la confirmation qu'effectivement, on a aujourd'hui une difficulté d'accès au financement, c'est une évidence. Dans le réseau, on est à 3 fois plus de dossiers qui sont refusés aujourd'hui sur le financement, donc ça met à mal les projets liés. Et par rapport à la question posée, c'est aussi bien le primo-accédant que le retraité aujourd'hui, qui subit de plein fouet ce resserrement des conditions, mais également sur des marchés, notamment sur les marchés tendus, des profils de CSP+, pour ne citer que les chefs d'entreprise, des professions libérales. On a vu, nous, des dossiers de médecins qui ont été refusés aujourd'hui, et on n'est pas dans des profils aujourd'hui, ce me semble, à risque, hein, dans la mesure où on n'est pas sur des profils liés à l'événementiel, liés au tourisme, qui effectivement sont touchés de plein. La santé, s'il y a un secteur qui aujourd'hui n'a pas de problème de chiffre d'affaires et d'activité, c'est la santé. Hein. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, tous les profils sont touchés, avec bien sûr une relativité différente. C'est vrai qu'un primo-accédant sans apport aujourd'hui, on lui ferme l'accès au logement. Donc, effectivement, ce qu'on peut lancer, nous, comme message, c'est que le parcours immobilier, l'accès au logement aujourd'hui est tout plein fouet, quel que soit le prix de la personne qui souhaite accéder donc, à cette marche de projet de vie. On constate, nous, que sur les dossiers, ceux qui pouvaient emprunter 380 000 € il y a encore, on va dire, 6 mois, sont aujourd'hui sur un emprunt possible à 340. Donc, on voit que l'enveloppe globale budgétaire, elle baisse. Donc, ça veut dire moins accès à moins de confort de vie en termes de surface, en termes de qualité du bien acheté. Donc alors ça, c'est important, parce que là, tout à l'heure, jusqu'à présent, je me permets d'insister sur ton propos, c'est très intéressant. On a parlé de projets avortés, compromis. Il y a aussi une autre solution qui est de renoncer finalement à des critères qu'on s'est donnés pour arriver à mener un projet à bien, mais en rognant sur la superficie ou la localisation, finalement sur la qualité du projet, quoi. Exactement, parce qu'on a vraiment des besoins liés, donc des personnes qui ont besoin de se loger, de trouver un logement parce que déménagement, parce que situation personnelle, divorce, décès, etc. Et donc, on est obligé de requalifier complètement l'ensemble du projet. Ce qui était possible d'acheter en début d'année ne l'est plus aujourd'hui. Donc, ça oblige le professionnel et ça fait partie de notre rôle. Donc, c'est pas c'est pas une critique que je fais parce qu'on est payé pour ça. Donc. Mais par contre, c'est d'une déception sans nom pour nos clients qui sont obligés effectivement de rogner. Alors, la surface peut être une vraie problématique aujourd'hui parce qu'on sait que l'augmentation de la surface a été un des éléments moteurs dans le parcours de ceux qui ont vécu un confinement compliqué au printemps et qui, au contraire, étaient plutôt partis pour agrandir la surface habitable. Ou en termes de qualité, parce qu'on sait tous qu'avoir un jardin, avoir une terrasse, avoir un balcon aujourd'hui, ça a un coût.
et qu'il faut que donc dans cette équation très compliquée, on finisse par dire voilà, je m'astreins à me dire qu'il y a un accès à un confort que je ne m'offrirai pas compte tenu de ce resserrement des accès au financement. Avec pour nous une vraie incompréhension sur des profils, j'en ai parlé, où on se dit, mais la difficulté d'un professionnel aujourd'hui, c'est de se dire, il n'y a pas de lecture confortable pour nous en termes de conseils à apporter à un client, puisqu'on s'aperçoit que tous les profils, que ce soit pour de l'achat en résidence principale ou en résidence secondaire ou pour l'investissement, qu'on soit jeune en primo-accédant ou en retraité, on n'a pas de lecture claire à pouvoir donner à nos clients. Donc, effectivement, on les renvoie vers les organismes financiers, mais on s'aperçoit que la lecture, elle n'est pas beaucoup plus claire non plus du côté des organismes financiers aujourd'hui, et qu'on a une incompréhension du consommateur sur qu'est-ce que je peux aujourd'hui considérer comme faisable et comme possible pour moi, compte tenu de mon projet, compte tenu de ma situation. Donc ça, c'est le premier point, c'est un manque de lecture, un manque de transparence. Pardon, Christine, je t'interromps à ce stade-là. J'ai entendu, j'ai même vu des professionnels qui, j'allais dire, qui triaient leurs clients a priori. Parce que ce n'est pas la peine d'aller vers une opération qui ne va pas prospérer. Je ne sais pas si c'est de bonne politique, mais en clair, si vous n'avez pas votre crédit, abstenez-vous de venir nous voir. Des professionnels qui préfèrent prévenir le risque, quitte à exclure des clients. C'est des pratiques qu'on voit dans ton réseau ou ailleurs, mais est-ce que ça finit par développer ces pratiques-là, ce qui se passe dans la banque? C'est évident que la prévention du risque fait partie de l'analyse que doit avoir un agent immobilier au regard de son client. D'abord, le respect de son client acheteur. Ça ne sert à rien de l'emmener sur un projet que l'on sait pertinemment voit l'échec dès le démarrage. Et on a un engagement vis-à-vis de nos vendeurs, c'est de mener le projet de vente au bout. Et je crois que c'est Philippe qui le disait fort bien tout à l'heure, c'est que quand on signe un avant-contrat qu'on doit avoir déjà un mois, c'est plus trop un mois, mais c'est maintenant un mois et demi, voire 2 mois, pour arriver à avoir une réponse, que la réponse est négative, qu'on est obligé de chercher des solutions de remplacement et que le projet du vendeur, lui, de son côté, a perdu 2 mois et qu'il doit reporter son projet, on a un effet cascade sur ces projets. Donc, bien sûr qu'on doit avoir un rôle très attentif sur cet accès au financement qui est la condition sine qua non pour mener le projet au bout. Donc, ça veut dire que le professionnel rentre dans cette analyse en disant, aujourd'hui, il vaut mieux aller voir son partenaire financier avant de commencer à mettre un pied dans une recherche. Pour bien border cette analyse du projet, c'est que si je ne peux plus acheter 340 000 euros, il vaut mieux que je le sache avant d'entamer ma recherche. Et que forcément, on se doit du côté du vendeur de au maximum le risque, parce que lui-même étant engagé bien souvent dans un projet d'achat, ça veut dire que voilà, on ne peut pas se permettre de lui faire perdre 3 mois, 6 mois sur son projet. Donc, on a une sélection aujourd'hui des dossiers des acheteurs qui va monter en exigence sur avoir des préaccords de partenaires bancaires et voire pas un seul préaccord, mais voire 2 ou 3 pour garantir le risque au maximum. C'est une évidence, bien sûr. D'accord, parfait. Donc, c'est clair. Je t'ai interrompu, je crois que tu avais un autre point à développer, me semble-t-il. Oui, enfin, je vais rejoindre ce qui a été dit sur les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers ne remettent pas en cause ce qui a été demandé par la Haute Autorité de sécurité financière. Encore une fois, ne pas faire n'importe quoi en termes d'accès au financement, bien sûr que c'est du bon sens. Mais ça date de 2019. On est en 2020, on est fin 2020. On a vécu une année, ce me semble, qui est une année qui n'était pas anticipable pour personne, y compris pour la Haute Autorité et les organismes bancaires. Donc, redonner aujourd'hui de l'oxygène et de la souplesse à ce marché immobilier pour permettre un accès au logement et une fluidité dans le mouvement et dans la mobilité qui a un vrai besoin aujourd'hui de nos clients, nous paraît une urgence vitale. Sandrine le disait très bien tout à l'heure, ça n'a pas vraiment d'impact sur le marché de 2019 qui était sur une tendance très dynamique, même si on ne récupérera pas, bien sûr, les mois d'inactivité, mais ça restera une année positive. Mais nous sommes tous très inquiets sur 2021 parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de lecture qui se fait de façon correcte, pas de transparence et qui nous paraîtrait urgent. Comme nous, on a su le faire, nos entreprises ont su s'adapter et réagir et être très agiles au moment du confinement pour poursuivre la chaîne de l'immobilier. Aujourd'hui, je pense qu'il est urgent que la Haute Autorité soit aussi agile que nous
et soit capable de reposer cette problématique et de relaisser un vrai rôle d'analyse et de confiance aux partenaires bancaires. On l'a dit, je l'ai entendu et ça a été très bien dit. On n'a pas de défaillance dans l'analyse des dossiers de la part de ces organismes. Ils savent le faire. Donc, laissons-leur cette souplesse. On parlait tout à l'heure de 2019, je pense que tu voulais parler de 2020 en fait, hein, tu dis on est inquiet, voilà, mais 2020, alors Sandrine avançait un chiffre en repli par rapport à 2019. 2019, on rappelle que c'était 1 070 000 transactions dans l'ancien, on ne parle pas la perte en ligne qu'on peut imaginer en 2020 à cause de ces restrictions de crédit largement. On entend moins de 100 000, moins de 250 000 transactions. Sandrine parlait de 900 000 qui resteraient, ça ferait, oui, déjà clairement 100 000 transactions, un peu plus au tapis. Est-ce qu'il y a une anticipation de ton réseau sur ce sujet ? Alors, la baisse au niveau effectivement du nombre de transactions, on est globalement entre 12 et 15%, donc on rejoint les chiffres qui ont été donnés. Est-ce que cette baisse, elle est imputable à la difficulté d'accès au financement ? Oui. Je pense que c'est trop… Enfin, on peut difficilement tirer une telle conclusion aujourd'hui. Parce qu'on a une vraie dynamique et on a une offre qui aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble du territoire, est très nettement inférieure par rapport à la demande. Donc, ce n'est pas encore ce qui a grippé le marché. En tout cas, ça contrarie le marché, c'est une évidence. Ça rallonge les délais, c'est une évidence. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui a eu un impact. Par contre, ça peut avoir un vrai impact en 2021, dans la mesure où on a un pan de l'économie qui ne pourra plus prétendre à avoir du tout un accès au financement, parce que quand on est au chômage, ce me semble, c'est très compliqué d'avoir un prêt, et qu'il va falloir permettre à ceux qui peuvent faire tourner l'économie aujourd'hui, qui peuvent faire tourner l'économie de l'immobilier, il va leur falloir avoir accès à ce financement. Sinon, sans financement, il n'y a pas d'accès au logement. Merci beaucoup, Jean-Yves Manot. Alors, lui, je le remercie plus que tous les autres de sa patience. Cela dit, dans l'ordre des interventions, je crois que c'est vraiment bien qu'on en vienne à vous maintenant, Président. Alors, on a eu le point de vue des prêteurs, le point de vue des professionnels, et pas des moindres, dans le neuf, dans l'ancien, hein, avec des visions très panoramiques, c'est vrai d'Orpi, c'est vrai de Nexity. Les ménages se tournent vers leur association de consommateurs pour toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le logement, sans doute aussi pour les difficultés d'accès au crédit. Donc, quelle est votre observation aujourd'hui avec les capteurs que vous avez ? Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, j'invoque aussi votre expérience du logement social, des politiques publiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir, est-ce que ça ne cache pas une volonté de restreindre la primo-accession, voire l'accession à la propriété? Est-ce que le fait que ce Haut Conseil, qui normalement voit la réalité qu'évoquait Christine à l'instant, hein, bon, il se passe des choses, j'ai l'impression que le Haut Conseil, il est hors sol un peu. Hein. Est-ce que ça ne traduit pas la volonté de s'éloigner d'une France de propriétaires, ça c'est clair, mais dans laquelle on veut favoriser la propriété? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté politique derrière, hein? J'en appelle à votre expérience politique. Et puis, alors, les conséquences. Est-ce que l'accession HLM, hein, vous avez présidé l'Office de Paris, ce n'est pas le moindre organisme dans notre pays, il y a des objectifs d'accession à la propriété dans le parc HLM. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer cette ligne politique avec les restrictions d'accès au crédit? Alors, plusieurs questions. D'abord, petite présentation pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. L'organisation CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie, est une organisation de consommation généraliste, mais qui, à ce titre, siège au Conseil consultatif du secteur financier, qui siège également au Conseil consultatif de la législation et réglementation financière. Et à ce titre-là, nous avons été consultés par le Haut Comité de la stabilité financière au mois de novembre, avant l'annonce qui a été faite. Et nous nous sommes prononcés favorablement aux restrictions d'obtention de crédit. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que quand même, depuis 20 ans dans ce pays, il y a une décorrélation totale entre les revenus des ménages et le prix de l'immobilier.
il y a un absent de la discussion totale ce soir, c'est le prix de l'immobilier. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes en train de nous dire que, ma foi, on a eu la baisse des taux d'intérêt, c'était favorable théoriquement aux consommateurs. On a eu l'allongement des prêts qui était favorable aux consommateurs. Mais ça a été favorable à qui? Aux promoteurs et aux vendeurs du foncier, mais pas aux consommateurs, car l'augmentation des prix était spectaculaire. Et je pense que face à la surchauffe du prix de l'immobilier, la France est un pays extrêmement, dans l'Europe, il n'y a pas d'exemple clair. On est les seuls à avoir une décorrélation totale à ce point-là. Et je pense que la décision a été faite à l'époque, avant la crise, pour éviter la surchauffe du prix de l'immobilier. Depuis, la crise est venue. Bien évidemment, ce n'est pas le moment où les couches moyennes peuvent s'engager dans des risques supérieurs, importants, des engagements de 20 ou 25 ans, compte tenu que ça touche d'énormes secteurs économiques dont on n'a même pas encore perçu l'importance, y compris qui imaginait que quelqu'un qui travaille dans l'aéronautique ou des compagnies aériennes ou la fabrication des avions serait en crise pour 3 ou 4 ans. Et on voit bien qu'il y a là des restrictions nécessaires pour éviter que les citoyens de ce pays s'engagent dans des produits, dans des risques à long terme relativement importants. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, les statistiques commencent à sortir. Les Français ont des difficultés à rembourser leur crédit immobilier. Et nous savons que dans le courant de l'année prochaine, les choses vont exploser. Et donc, je crois qu'il faut être Les assureurs raisonnable. crédit, Président, les assureurs crédit ont fait des déclarations très claires. Ils anticipent une majoration considérable du risque. Hein, vous avez raison. Absolument. Donc, je pense que se tourner vers le comité pour dire, écoutez, lâchez les vannes, nous permettez d'avoir 35, 40 ou 45% et de passer à 30 ans, honnêtement, ça ne correspond pas à la réalité. Et même, je pense que ça serait une faute morale d'engager les personnes aujourd'hui dans des crédits de ce type-là pour une caution qui se croyait à l'abri, évidemment, et hélas, nous ne pouvons constater cette situation. Mais est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le marché de l'immobilier de se poser des questions? Est-ce que oui ou non, on ne pourrait pas avoir une baisse de l'immobilier sur une tendance de 2-3 ans, assez faible sans doute, mais qui permettront peut-être, avec les critères actuels de 33% et de 25 ans, passer à nouveau parce que ça sera devenu plus accessible pour un nombre de populations importantes qui travaillent encore dans des lieux assez protégés et qui pourraient accéder à la propriété. Je pense qu'on en est là et c'est vrai que, honnêtement, j'étais un peu choqué de ne jamais entendre parler du prix de l'immobilier. Objectivement, il y a quand même une réalité importante. Et ce n'est pas pour rien que vous intervenez en dernier, je l'ai dit, parce que je vais revenir ensuite vers les autres. Peut-être faut-il inventer des choses. J'ai vu que le directeur général de Nexity disait qu'il faisait du crowdfunding, etc. Mais moi, à une certaine époque, j'ai réfléchi beaucoup à l'idée, compte tenu des prix de l'immobilier, à créer en France l'achat du bâti et la location du foncier. Séparation du foncier et du bâti, je pense que c'est une façon assez spectaculaire de baisser les prix de l'immobilier et de permettre à une grosse partie de la population de devenir accédant à la propriété. Alors, on me dira que les lois ont été votées, tout ça, c'est timide, mais je pense que c'est une opportunité dans une… Il y a une proposition de loi au Sénat, hein, vous êtes ancien sénateur, qui est en instance et qui a été votée à l'Assemblée. Donc, vous parlez d'actualité, là, en fait. Hein. Oui, bah, ça fait 20 ans que j'y travaille, donc j'étais un peu à la promotion de ces idées-là dans le débat, le secteur bancaire, notarié, juriste, etc. Mais je pense que c'est une opportunité pour permettre à des personnes aujourd'hui d'accéder à la propriété. Je ne considère pas que, bien évidemment, le bonheur absolu passe par le fait de devenir propriétaire, mais ça fait partie du desiderata de beaucoup de ménages et de personnes de ce pays, et c'est très bien en soi. En même temps, il y a un problème d'offre de construction de logements dans ce pays, et je suis très pessimiste par rapport à la situation, que ce soit en accession ou en locatif. Pourquoi? Parce que d'abord, les chiffres de 2020 sont catastrophiques, mais c'est assez classique en année électorale municipale. Les maires se font rarement élire s'ils veulent construire.
Mais la poussée de demande d'avoir des espaces, y compris le confinement, à jouer là-dessus aussi, le fait d'avoir plus d'espaces verts, plus d'air libre, etc., et refuser les constructions, pose un problème. Et si vous rajoutez à ça dans les zones urbaines, les métropoles, à cette crise-là où il y a une demande relativement forte à la population de dire on est bien entre soi, on ne veut pas d'immeubles à côté de chez soi, si vous rajoutez à ça dans les zones non tendues la question de l'espace agricole, soyons clairs, on ne sait pas où on va construire. Je lisais dernièrement que sur l'île de France, le niveau de construction était équivalent à celle qui se passait il y a 20 ans. Sauf qu'il y a 2 millions d'habitants supplémentaires en Île-de-France. Et il y a 1 million potentiellement qui doivent venir d'ici 2030-2035. Où on va les mettre où? Donc je pense qu'il y a un vrai problème de volonté de construire, enfin c'est une nécessité absolue de construire pour répondre, que ce soit au locatif ou que ce soit évidemment à l'accession à la propriété. Et sur la dernière partie que vous évoquiez, oui, le monde du logement social s'est vu plus ou moins imposer la cession d'une partie du patrimoine. On ne peut pas dire que nous sommes enthousiastes à l'affaire. Pour autant, dans certaines circonstances et dans certains lieux, les choses se justifient, mais nous sommes très vigilants par rapport au devenir de ces copropriétés, car il ne faudrait pas que les anciennes HLM transformées en copropriétés soient demain des copropriétés dégradées. Et donc, je pense que là aussi, il faut être extrêmement vigilant, accompagner les personnes qui accèdent à la propriété. On le fait en tant qu'organisation, mais je pense être aussi prudent. Voilà, donc je pense qu'il y a, oui, on vit une certaine crise, mais la crise économique est telle que je ne pense pas qu'on peut relancer aujourd'hui avec des conditions d'un laxisme financier suffisant, enfin adéquat aujourd'hui pour relancer le marché du logement. Ce n'est pas la période. Merci beaucoup. Julien Carbonat disait qu'il avait entendu un consensus total. Voilà, vous apportez des éléments de débat très intéressants. La ministre, elle n'est pas avec nous, mais on a en tête ses propos sur ces critères au Conseil, dont elle a souhaité néanmoins une nouvelle réunion. C'est cette semaine, je crois que demain, me semble-t-il, le Haut Conseil va se réunir de nouveau. Quoi qu'il en soit, elle a alerté contre les risques de surendettement. Alors là, je reviens vers vous, Président. Est-ce que une part du surendettement des ménages en France, c'est une réalité, trouve sa source dans les crédits immobiliers, ou est-ce que c'est davantage dans les crédits qui viennent s'ajouter, c'est-à-dire le crédit à la consommation, pour être clair, postérieur à une opération d'accession? Est-ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain? Alors, deux situations. D'abord, il y avait un constat depuis plusieurs années de diminution du nombre de personnes, de consommateurs qui étaient en surendettement. Est-ce que c'était lié ou pas au crédit immobilier? Je pense que la situation de surendettement est liée souvent à la situation de l'emploi ou pas, mais également la situation de séparation des couples. Il est clair que c'est un élément important dans les ruptures brutales de revenus, et des gens sont dans une situation assez catastrophique, et les personnes qui, bien souvent, quel que soit le milieu, n'ont pas l'habitude de se trouver dans cette situation-là, se trouvent rapidement avec des impayés extrêmement importants, et ne font pas appel, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, à toutes les structures nécessaires pour venir les aider. Alors, nous craignons effectivement une remontée du nombre de familles en surendettement, que ce soit… Vous savez, le crédit à la consommation est assez contrôlé, etc. Aujourd'hui, on n'en est plus au crédit revolving cumulé. Donc, à partir de là, il y a toute une structure, une stratégie de développement sur le territoire pour accompagner ces personnes, être vigilants par rapport à tout ça. Nous y participons nous-mêmes d'ailleurs en tant qu'organisation de consommateurs. Mais la situation, la crise économique va faire exploser les choses. Et en plus de ceux qui ont un crédit immobilier qui ne pourront pas rembourser, vous imaginez la situation, la vente à terme, à prix cassé, etc. Donc oui, il y a une situation de danger qu'il faut absolument, il faut peut-être y compris anticiper l'acquisition nouveaux porteurs bancaires, des demeures, des appartements, etc., des personnes en difficulté, ce que fait fort bien d'ailleurs tous les coopératives qui
qui garantissent quelqu'un qui se lance dans la culture de la propriété, qui ne pourrait pas à terme, lié à l'emploi, de récupérer le bien pour le transformer en logement social, etc. Donc, il y a aussi des initiatives de ce type, un peu partielles, sans aucun doute, mais qui… Et avec même des clauses de retour à meilleure fortune. Hein. Je me souviens que ça avait été inventé par le Crédit Mutuel France avec la Fédération des coopératives, mais on peut aussi ne pas acter l'échec d'un ménage, simplement ouvrir une parenthèse quand il y a des périodes difficiles. Absolument. Merci, Président. Alors, très naturellement, je vais vers Julien Carmona. Je crois que c'est très intéressant de dire aussi que la question du prix des logements, les risques qui peuvent être attachés à une opération qui, de toute façon, exige un taux d'effort très élevé dans notre pays, c'est une question qu'il faut examiner. Alors, Julien, moi j'ai le souvenir, on l'a évoqué au Cercle des managers au moment où il nous a quittés en particulier, Jean-Philippe Ruggieri, votre prédécesseur, il avait eu un propos très courageux il y a de ça un an et demi, en disant mais les logements neufs sont trop chers. Très clairement, on s'est beaucoup éloigné des revenus des ménages. C'est les propos du président Manot. Il faudrait les faire baisser j'ai encore le chiffre en tête, entre 7 et 10%. Et il faut travailler sur la question foncière, il faut travailler sur un certain nombre de choses. Donc là non plus, Nexity n'est pas fataliste. Comment vous réagissez à ce propos de Jean-Yves Manot pour les logements neufs? On pourra parler de l'existant ensuite. Je me tournerai vers Christine. Je réagis en disant que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Manot et que je me reproche de ne pas avoir parlé du prix de l'immobilier, parce que c'est évidemment un paramètre tout à fait fondamental. Il y a les prix, il y a les revenus et il y a les conditions de financement. Quand on a ces trois paramètres-là, on a l'équation. Le deuxième point, c'est de dire que oui, même si bien sûr il faut nuancer selon les zones géographiques, globalement, les prix de l'immobilier ont trop augmenté en France. Il y a des endroits, on ne va pas comparer Paris intramuros ou Bordeaux-Lyon intramuros avec ce qui se passe, je dirais, dans les périphéries, où on fait quand même le gros de notre activité. Mais oui, on est arrivé un peu à la limite de la solvabilité des clients. C'est là où, peut-être d'accord à 99% avec M. Manot, le 1%, c'est de dire le HCSF a bien fait. Non, je pense qu'il n'a pas bien fait. Mais c'est sûr qu'on est à la limite, que les taux sont extrêmement bas et qu'un jour, ils remonteront. Je ne sais pas quand, et celui parmi nous et parmi vous qui le sait va devenir très très riche, mais un jour, il va y avoir une hausse des taux et ça sera normal. Et là, il y aura un vrai choc sur les clients et ça peut être aussi le facteur qui fait baisser les prix. Mais il vaudrait mieux que ce ne soit pas une espèce de baisse brutale qui crée un véritable choc sur le marché. Il vaudrait mieux que ce soit quelque chose de plus aménagé. Donc oui, pour une baisse des prix, une stabilisation et ensuite une espèce de déflation douce, je pense que ça serait le meilleur scénario. Je parle du neuf, hein, je ne parle pas de l'ancien qui a sa propre logique, puisque dans l'ancien, il y a du stock et dans le neuf, il n'y en a pas. Oui, le sujet, c'est la pénurie de terrains constructibles, et ça a été très bien dit par le président Manot. Voilà, l'année électorale n'aide pas, et sans faire de politique, je dirais, la position un peu idéologique d'un certain nombre de nouveaux élus n'aide pas non plus. Un jour, ça changera, un jour, les permis reviendront, parce que tout simplement, la demande va s'accumuler à tel point, la demande des nouveaux habitants, que ce soit en logement privé, en logement social, mais au fond, dans le système français, c'est à peu près la même chose, qu'il n'y aura pas d'autre choix que de redonner des permis. Maintenant, ce n'est pas maintenant, ça sera peut-être l'année prochaine et ça sera peut-être même l'année suivante. Donc d'accord avec ça, d'accord avec la dissociation foncier-bâti, et on est pour ce genre de formule-là, y compris la location avec option d'achat. Toutes les innovations qu'on peut essayer de trouver, c'est des très bonnes choses. Et en effet, je reprends écomment les propos qu'avait tenus Jean-Philippe, mon prédécesseur et ami, directeur général de Nexity l'année dernière. Effectivement, il faut que ça baisse, il faut que chacun y mette du sien. Et les promoteurs aussi, en trouvant des modes constructifs qui soient pas moins bien en termes de qualité, mais qui soient moins chers. Donc, sans pouvoir annoncer quoi que ce soit, je dirais qu'on est en train chez Nexity de beaucoup travailler là-dessus, sur des formules notamment de construction hors site, d'industrialisation du mode de production des logements neufs, parce qu'il faut qu'on fasse notre part du chemin pour produire des logements plus abordables. Est-ce que vous considérez, Julien, je poserai bien sûr la même sachant que ce n'est pas la même logique de formation des prix, que le crédit facile, je caricature un petit peu, c'est-à-dire des taux bas, des conditions qui ont été assez ouvertes, ça conduit les producteurs
à ne pas s'intéresser assez, je le dis gentiment, à la question du prix. C'est-à-dire on s'est laissé aller puisque le marché absorbait les prix. Et est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Yves Manot dit, il faut se poser des questions qu'on ne s'est pas posées avant. On ne peut pas ne plus se les poser parce que justement, le crédit est plus rare et donc il y a un coup d'arrêt. Je suis entièrement d'accord avec ça. On est à la limite de la solvabilité de nos clients et donc il faut qu'on travaille dessus. Mais voilà, mais ce n'est pas une raison pour que les autorités bancaires rendent ça encore plus compliqué. Oui, et vous rappelez qu'il y a une responsabilité des prêteurs qui vous paraît suffisante sans rajouter des critères autoritaires. Exactement. Merci beaucoup, Christine. Sur le marché de l'ancien, même question, ce n'est pas du tout la même logique. Hein. C'est une logique de formation des prix dite spéculative. Hein. En économie, ça ne veut pas dire qu'on spécule, mais ça veut dire qu'on n'additionne pas des coûts comme chez les promoteurs. Il y a un marché, on constate des prix. Est-ce que ces prix, selon toi, ils sont trop élevés? Et est-ce qu'une réponse pour déverrouiller le marché, retrouver les 15-20% qu'on va perdre, je reprends tes chiffres ou ceux de Sandrine, qui a demandé la parole, je lui donnerai la parole ensuite. Est-ce qu'une façon de retrouver ça, c'est pas qu'il y ait une modération des prix? Alors ça, c'est le souhait. Et quel est le constat aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se passer dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il peut y avoir une resolvabilisation des ménages par une correction à la baisse des prix dans l'existant? Alors, tu me suis depuis mes 3 ans de présidence, Henri, donc tu sais bien que quand je prends la parole sur les prix, j'ai toujours cette alerte qui est lancée en disant attention, on a un tel décalage entre l'offre et la demande globalement sur l'ensemble du territoire qui est extrêmement dangereuse. Donc ce décalage, voilà, moi, je pense que quelque part on en paye les conséquences, entre autres avec les augmentations du prix, parce que c'est mécanique, hein, quand il n'y a pas assez d'offres, forcément ça tire les prix vers le haut. Pour moi, j'ai entendu ce que le président Manot disait et encore une fois, je vais être d'accord sur la plupart de ses propos, sauf sur effectivement le fait de donner raison au Conseil financier, parce que pour moi, si on veut mécaniquement faire bouger les prix, ce n'est pas en empêchant l'accès au financement pour acheter un bien immobilier qu'on va avoir un levier suffisamment fort. Et que, pour ma part, dans un contexte économique aujourd'hui où on a besoin de favoriser ceux qui peuvent relancer l'économie parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont sécuritaires sur leur profil, il faut laisser les choses se faire. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi et ça ne veut pas dire, bien sûr, laisser l'accès au financement aux personnes qui vont se mettre en difficulté dans les années à venir. Donc, je pense qu'il faut moduler les choses et que rentrer dans un carcan qui est valable pour tous les profils ne me paraît pas, moi, être en tout cas une solution à long terme. Concernant les prix de l'immobilier, encore une fois, il faut bouger sur l'offre. Si on remet de l'offre sur un marché, mécaniquement, on fera baisser les prix. Et j'ai entendu des solutions, et pour moi, il n'y a pas une réponse. Il y aura des multitudes de réponses parce que c'est un vrai sujet auquel on tourne depuis très longtemps et que, à ma connaissance, personne ne s'est mis autour de la table en mettant tous les acteurs en disant mais comment fait-on pour remettre cette offre sur le marché parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Donc, en tout cas, c'est une vraie problématique à laquelle il faut se tenir. Est-ce qu'il y a un impact sur les prix pour 2021? Il est évident que si on a une population d'acheteurs qui aujourd'hui ne peut pas acheter parce que pas finançable, qu'on a une crise économique, et c'est vrai qu'il va arriver de plein fouet en 2021, ne vont pas avoir envie de bouger de leur logement ou d'acheter de nouveaux logements, ça c'est une évidence. C'est évident que l'offre va rester peut-être la même, mais que la demande va baisser. Mécaniquement, on va retourner sur une baisse des prix ou un réajustement des prix, bien sûr. C'est clair. Merci beaucoup. Sandrine avait demandé la parole avant que Christine n'intervienne. Sandrine. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur les propos de M. Manot, mais également ceux de Christine. J'avais 2 éléments à dire. Un, en effet, la hausse des prix, elle est problématique, mais on a parfois la déformation du prisme parisien. Et en fait, il y a énormément de villes en France où acheter un logement en remboursant une mensualité sur 20 ans permet de payer la même somme qu'en payant un loyer. Donc, on n'est pas dans toutes les villes comme à Paris. Et il y a des villes où il y a un vrai intérêt de devenir propriétaire, entre guillemets, le plus tôt possible dès qu'on a une situation professionnelle stable. Et on oublie quand même de parler de ces villes-là. Et on avait fait une étude dans près de 70 grandes villes, donc de plus de 30 000 habitants. Il vaut mieux acheter que louer pour avoir une surface plus grande. Donc, il y a quand même ce prisme parisien.
Après, la deuxième chose, c'est que… Parisiens ou disons des grandes villes, des métropoles. Oui, des grandes villes. Dire, hein. Ça, c'est sûr qu'il est indéniable que Lyon, Bordeaux, etc., mais on le sait bien. Le deuxième sujet, c'est qu'on avait pu avoir, grâce à la crise financière de 2008, une baisse des prix à Paris qui sont malheureusement repartis de plus belle. Donc, malheureusement, les tensions dans les grandes villes sont liées aussi à d'autres choses que seulement le crédit et les aides de l'État, même si évidemment, c'est un levier d'inflation, mais il y a le TGV, il y a plein d'autres choses. Donc, il y a aussi la proximité, les coûts d'attractivité. La concentration de l'attractivité, disons. Hein, tout à fait. Donc, malheureusement, ce n'est pas en restreignant le crédit qu'on pourra faire baisser les prix. Et si c'était le cas, évidemment, ça pourrait être une piste à explorer. Et la troisième chose que je voulais dire, c'était sur l'endettement, c'était très intéressant. Et là, je prendrais la défense des banques, une fois n'est pas coutume, qui justement, et ça, on peut vraiment, et ça va dans le sens où on dit, mais messieurs du Haut Conseil de stabilité financière, faites confiance aux banques, puisque les banques, actuellement, grâce au contexte, à cause de ce contexte de crise financière, de crise économique qui est devant nous, ont pris des mesures pour justement éviter le surendettement. Donc, c'est quand même de l'apport personnel, puisque j'en parlais avant hors antenne. Aujourd'hui, si on achète sans apport personnel une maison à 200 000 € et qu'on emprunte 220 000 €, même à 1,5% sur 25 ans, eh bien, au bout de 3 ans, on doit encore 198 000 € à la banque. Et si on a cette fameuse baisse des prix, ne serait-ce que de 10%, eh bien là, on sera en incapacité de rembourser la banque. Donc, avoir de l'apport personnel, ça protège. 2, la banque demande une épargne de précaution. Et ça, c'est nouveau. C'est 2, 3, 4 mensualités de côté pour quand on arrive dans un logement ancien et qu'il faut refaire la toiture. Ce n'était pas prévu, ça ne suffira pas. Mais la chaudière ou même acheter une seconde voiture, on a des banques qui vont refuser l'achat d'une maison en zone périurbaine, mais pour le même montant, accepteront l'achat d'un bien dans le centre-ville, puisqu'il n'y aura pas la deuxième voiture, etc. Donc, les banques mesurent ces risques-là. Et donc, moi, faisons davantage confiance aux banques, laissons-les gérer le risque et arrêtons de rajouter des carcans à ce marché du financement qui est d'ores et déjà pénalisé. Bon, il y a 2 lignes, celle de Jean-Yves Manot, qui lui ne nie pas que l'autorité du Haut Conseil puisse avoir des effets salutaires, et puis une invocation de la responsabilité des banques et du professionnalisme qu'on entend chez plusieurs d'entre vous. Benjamin Darmouni demandait la parole, et puis je fais observer qu'on a même dépassé le temps qu'on s'est imparti. J'ai vraiment l'impression que vous avez tous, avec beaucoup de cœur et de franchise, dit ce que vous pensiez de ce sujet, en apportant des solutions. Je l'avais mis dans le cahier des charges. Personne ne s'en est défaussé. Donc pour moi, je trouve que cette heure et demie a été optimisée. Et donc, Benjamin, après son propos, pourra clôturer s'il en est d'accord. Moi, je voudrais remercier chacun d'entre vous, c'est-à-dire Christine Fumagalli, la présidente d'Orpi, Sandrine Alonier, on vient d'avoir pour vous financer, Philippe Taboret, le patron de CAFPI, leader du courtage en crédit immobilier en France, et Julien Carmona pour le groupe Nexity, Jean-Yves Manot, le président de la CLCV, qui a parlé aussi à plusieurs autres titres de notre sujet. Voilà, Benjamin, à toi. Merci Henri, je voudrais tous vous remercier de ces échanges qui ont été extrêmement intéressants, et je pense que tous ceux qui nous ont écoutés auront appris sur ce sujet. Pour revenir sur ce qu'a dit le président Manot, c'est malheureusement pas parce qu'on n'achète pas cher qu'on a plus notre crédit aujourd'hui. On le voit tous les jours. Aujourd'hui, il y a un décalage entre l'offre et la demande qui crée automatiquement une correction des prix. Et ce n'est pas parce que certains de nos clients achètent pas cher qu'ils ont plus leur crédit. La deuxième chose, pour revenir sur ce que disait Madame Alonier, c'est que s'il y a une baisse de prix trop importante, un grand nombre de clients vont se retrouver en défaut par rapport au crédit qu'ils ont fait ces 5 dernières années. Ils ont fait des crédits, les banques ont accordé des crédits bien souvent à 100, 110%, et donc j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation où les clients s'interrogent sur l'abandon de leur crédit, se mettant volontairement en défaut parce que le prix du bien sera moindre.
Voilà le sujet. Et deux dernières choses. Vous avez évoqué le démembrement. On a connu et on connaît le démembrement d'usufruit et de la nue-propriété. Le démembrement, je ne suis pas certain que le démembrement du bâti et du bien fasse réellement baisser les prix. Parce que peut-être que sur l'idée qu'on en aura sera une baisse de prix, mais en réalité, si on additionne les prix, bien souvent, on se rend compte que le prix final est plus cher que si on achetait les murs et le terrain en même temps. Alors, c'est un débat, il va avoir lieu, je l'ai dit, au Sénat, autour d'une proposition de loi qu'a inspiré depuis longtemps Jean-Yves Manot. C'est un débat. Un mot de notre présidente, et puis voilà, puis on ira prendre l'apéritif, mais pas ensemble. Oui, effectivement, on a toujours du mal à se quitter parce que les débats sont riches, animés, et voilà, chacun donne son avis, et c'est son avis, pardon, puisqu'on est amis aussi, c'est un bon lapsus. Et donc voilà, je voulais une dernière fois vous remercier. Chacun d'entre vous a conclu et a exprimé ses arguments, et ils sont riches et différents, mais c'est ça qu'on apprécie au cercle. Et puis je suis très heureuse de vous souhaiter à tous une très bonne soirée et de vous retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup.